Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous retrouver pour cette édition de carte géopolitique sur For You Media Africa. Une fois de plus, votre fidélité nous honore. Alors ce soir, on va parler de deux thématiques, du moins deux sujets. D'abord, on va s'interroger. Pourquoi est-ce que les Africains soutiennent le président russe Vladimir Poutine? À travers le monde et surtout l'Afrique, les peuples ne cessent d'appeler à l'intervention de la Russie au détriment des partenaires classiques tels que les pays de l'Union européenne par exemple. Mais que propose alors la Russie? Pourquoi est-ce que la Russie charme autant les États africains? Quel est ce package qui séduit autant les peuples africains malgré les avertissements ou encore les intimidations de la communauté internationale sur une éventuelle collaboration entre Moscou et les États africains? Eh bien, l'analyse de cette thématique se fera bien sûr dans quelques instants. Et puis pour sortir, toujours dans le cadre de cette édition, on jettera un regard sur cette visite de la sous-secrétaire d'État américaine au Sahel, notamment au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso, mais aussi au Mali. Cependant, un accent particulier sera mis sur cette visite au Mali et au Burkina Faso, ces deux pays qui font de plus en plus l'actualité. Et ce soir, nous nous interrogerons qu'en face, on assiste à une forte hégémonie de la Russie dans ces deux pays par cette visite. Les États-Unis n'essayent-ils pas de renverser la vapeur? On en parlera également tout à l'heure, toujours dans le cadre de cette édition. Eh bien voilà, une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous. Je m'en vais présenter mon panel. Ceux-là qui m'accompagnent ce soir dans le cadre ici à mes côtés, sur le plateau. Vous êtes politologue. Merci d'être là. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir Manuela Sikendombe. Bonsoir à mes co-panélistes que vous aurez le plaisir, bien entendu, de présenter. Oui. Un bonsoir particulier à tous nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Et bien entendu également à nos téléspectateurs qui sont déjà nombreux au Cameroun. Je fais allusion à Magba. De plus en plus, oui. Magba, la rançon de Magba, où je suis natif. Il y a présentement ceux-là qui sont déjà très accrochés au programme de For You Media. Et je profite de l'occasion pour faire un coucou à tous ceux-là qui nous regardent depuis Magba, en général, et mes parents en particulier. Merci à vous, Abdoundam, de partager ce plateau avec nous. Je poursuis la présentation de mon panel. Tchèque Tidiane, vous êtes avec nous également ce soir. Vous êtes activiste, vice-président de l'association SOS Racisme. Bonsoir et bienvenue. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous et bonsoir à toute l'Afrique et les panafricains à travers le monde. Merci à vous, à vos côtés, du moins toujours du côté de Zoom. Charlie Kenny, vous êtes avec nous aussi ce soir, géostratège entre autres. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Manuela Siké, bonsoir à ton plateau, bonsoir à tous mes amis du côté du Zoom avec qui nous allons échanger. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de For You Media. C'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites en invitant à ce festin intellectuel. Et enfin, un autre invité, on a le dernier de la liste, Louis Magloire Kemayou, qui est avec nous, journaliste, analyste politique également. Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Si, bonsoir à vous également, et merci surtout de l'invitation. Voilà donc, chers téléspectateurs, le décor est planté. On va directement, sans plus tarder, aborder la première thématique de la soirée. C'est une interrogation qui crée des remous, en tout cas, qui est de plus en plus posée sur la table des discussions. Pourquoi est-ce que les Africains, plus précisément les peuples africains, soutiennent la Russie? Je vais peut-être commencer par vous, Abdoundam, ici sur le plateau. On a le Mali, par exemple. Je vais citer ces pays comme ça, parce qu'on a vu des manifestations à travers ces différents pays, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée, RDC, RCA, Soudan, même en Afrique du Sud. Pour ne citer que ces pays-là, on a vu les populations manifester non seulement contre la présence des partenaires classiques tels que la France et appeler plutôt à l'intervention de la Russie. Qu'est-ce qui peut être la raison de cette sympathie vis-à-vis de la Russie? Je crois que c'est un fait que l'on constate tous. Oui. Cela démontre en réalité qu'il y a un précédent. Le précédent, c'est que ces pays-là ont eu à leur chevet. C'est un partenaire classique qui peut-être le bilan jusqu'à date n'est pas un bilan élogieux. Et on regarde la reconfiguration de la géopolitique mondiale, il est important de noter que l'Afrique, le peuple africain par le passé, n'avait pas une culture politique très poussée. Le peuple africain par le passé était instrumentalisé.
étaient beaucoup plus écartés des choses de la République, bien entendu, des grands enjeux qui pouvaient structurer l'avenir de leur État. Ouais. À partir du moment où on fait face donc à l'émergence de nouveaux acteurs qui viennent redistribuer les cartes sur la géopolitique mondiale, il est important de constater qu'il y a une prise de conscience qui devient davantage progressive au sein de la communauté africaine. Les jeunes Africains prennent conscience et orientent d'ailleurs les décisions des dirigeants. C'est dans cette perspective-là qu'on peut donc situer cette émergence, cette forte mobilisation, cet appel ô combien important et significatif que certains pays de l'Afrique noire francophone sollicitent vis-à-vis de la Russie. Je crois que cela étant dit, il est important de le notifier également que les Africains sont assoiffés d'avoir véritablement ce qu'on peut appeler cette indépendance véritable. Ouais. Il est important de leur rappeler également que l'indépendance que les pays africains ont obtenue jusqu'à date, c'est une indépendance qui est vraie, mais davantage une indépendance qui n'est pas totale. L'indépendance contrôlée. Contrôlée au regard de certains instruments que je m'en vais énumérer. La dimension linguistique, la dimension économique de la chose. La preuve, aujourd'hui, certains pays de l'Afrique sont davantage contrôlés, même comme ils ont obtenu leur indépendance, ils sont davantage contrôlés par ces deux leviers-là. La langue et l'économie. Je prends par exemple le cas de l'économie. La monnaie, le franc CFA est un instrument d'impérialisme, de domination. Et à partir de ce postulat-là, les pays africains qui utilisent ces monnaies-là ont du mal à développer, à faire à soi une économie véritable pour permettre à ce que le pays se développe véritablement. Ouais. Vous ne pouvez donc pas parler d'une indépendance véritable sans mettre en ligne de mire la dimension économique. Si vous n'êtes pas indépendant économiquement, cela pose problème. Et malheureusement, dans les pays de l'Afrique noire francophone, notamment la précarité française, ceux qui jouent le franc CFA, on constate malheureusement que c'est un épée de Damoclès qui pèse sur l'indépendance véritable des pays africains. Du point de vue linguistique, la langue que nous parlons, ils nous ont imposé une langue au détriment de nos us et coutumes, au détriment des langues africaines. Voilà pourquoi je peux vous dire que voici autant de leviers, entre autres, ces deux leviers qui structurent l'impérialisme occidental. Et aujourd'hui, au regard du caractère de la présomption d'honnêteté et de sincérité de la Russie, puisque dans son passif, historiquement parlant, la Russie n'a pas colonisé l'Afrique. Dans son passé, la Russie n'a pas eu des comportements impérialistes, dominatifs qui visent vis-à-vis de l'Afrique, mais aussi vis-à-vis de certains pays. Pour dire qu'en réalité que la Russie était ce pays-là qui impose sa vision, qui impose une façon de faire en dessouchant les peuples de leurs véritables ressources. Aujourd'hui, c'est la sincérité de la Russie que c'est à partir de leur sincérité que le peuple africain sollicite donc une collaboration, une coopération avec un nouveau partenaire qui en réalité regarde son vis-à-vis avec beaucoup d'égards, notamment le respect, et on sait le traitement que d'autres réservent chez les Africains, la condescendance, le mépris, c'est-à-dire quoi? Si on prend un exemple très concret, les accords coloniaux, les 10 accords là, l'accord secret là, ce sont des contrats que les Français ont signés entre eux. Ils estiment qu'ils ont signé avec les Africains. On sait pertinemment que, en réalité, aucun Africain conscient ne peut accepter ce genre de deal. Ce sont des accords obsolètes. Obsolètes. Et aujourd'hui, la Russie se positionne aujourd'hui comme un nouveau acteur sérieux à qui on peut accorder une présomption d'honnêteté, une présomption de partenariat gagnant-gagnant, et il n'est pas là pour pouvoir imposer quoi que ce soit. Il est là pour qu'on puisse échanger. C'est fort de ces éléments objectifs que les pays africains, que le peuple africain sollicite davantage la Russie au détriment des autres pays qui par le passé ont fait plus de 50 ans en Afrique, mais le bilan jusqu'ici est mitigé. Et l'avènement de la guerre russo-ukrainienne sont le glas d'une hyper-polarisation du monde entier avec une hyper-puissance fleuratée des États-Unis. Aujourd'hui, on constate que tous contre la Russie est en train de tenir tête, la Russie est en train plutôt d'émerger et plutôt l'effet boomerang des sanctions que les Occidentaux ont tous contre la Russie. Aujourd'hui, ça bénéficie plutôt au profit de la Russie. Et on constate que la Russie est un partenaire fiable au regard de quelques éléments, de quelques faits d'armes que la Russie vient de poser en Afrique. Le cas du Mali, par exemple, sur le plan militaire, on constate que la coopération avec le Mali et la Russie sur le plan militaire a
a un écho favorable. On a quelques exemples, par exemple. Donc, il y a plusieurs autres exemples qui sont en train de faire tache d'huile et que d'autres pays africains sollicitaient l'arrivée de la Russie pour participer à cette libération véritable de l'Afrique. Merci à vous, Abdoundam, pour ce premier jet. Je poursuis avec vous, Charlie Kenyé. Effectivement, on constate que malgré les avertissements de l'Union européenne vis-à-vis des Africains, on se souvient de ces avertissements d'ailleurs, malgré ces invectives, surtout en ce qui concerne, entre guillemets, ce qu'on appelle Wagner, pour d'autres les instructeurs russes, même avec le conflit russo-ukrainien, comme vient de le mentionner ici Abdoundam, et cette guerre médiatique, les peuples africains continuent tout de même d'appeler au soutien ou à la présence russe sur leur territoire. Alors pourquoi est-ce que les Africains, selon vous, comment est-ce que vous analysez cela? Qu'est-ce qui peut expliquer cette confiance aujourd'hui qui est mise sur la Russie par les Africains? Comme l'a dit Monsieur Ndam, moi je l'accentue sur 3 grands points. Oui. Premièrement, il faut savoir qu'il y a un passif, parce que on ne saura analyser une situation présente sans questionner l'histoire, sans questionner le passé. Et lorsqu'on parle du passif, il faut rappeler, et je crois que Claude Ndam l'a clairement explicité, la Russie n'a pas un passé colonial, précisément en Afrique, je crois que même un peu dans le reste du monde. La Russie n'a pas un passé colonial, la Russie n'a pas un passé impérialiste. Et à côté de ça, l'Afrique a une histoire avec les anciens maîtres d'hier, c'est-à-dire les anciens colons d'hier, qui, ma foi, est assez mitigée. Je crois que Claude Ndam le rappelait à suffire. Quand vous prenez pratiquement un demi-siècle de présence de la France dans la plupart des pays de son précaré, le bilan n'est même pas mitigé, c'est un bilan médiocre. Je dis bien médiocre. Donc, ça oblige aujourd'hui les Africains qui hier n'avaient pas la connaissance politique, la connaissance géopolitique qu'ils ont aujourd'hui de véritablement questionner qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, à côté de ce passif, vous avez également les réalités dont on ne parle pas assez. Rappelons ici, et je crois que la thématique est assez claire, pourquoi les Africains soutiennent Vladimir Poutine. Au-delà de la Russie, les Africains soutiennent également un homme, celui qui préside à la tête de la Fédération de Russie, à la question de M. Vladimir Poutine. Alors pourquoi est-ce que les Africains le soutiennent? Rappelons que le président Vladimir Poutine, lorsqu'il était colonel en service au KGB, l'ancien service de renseignement de l'URSS, rappelons qu'il a été aux côtés des États africains qui justement cherchaient à s'émanciper. Rappelons ici que Vladimir Poutine a combattu aux côtés des États africains et aux côtés des leaders nationalistes africains tels que Philippe Nangabwa du côté du Zimbabwe et Samora Machel du côté du Mozambique. Donc, rien que sur cette base, on comprend très bien. Et lorsqu'on sait que le plus grand, je peux dire quoi, le plus grand défi ou alors le plus grand danger qui s'oppose à l'idéologie occidentale, c'est le nationalisme. On est en droit justement de comprendre que si un président comme celui-là était aux côtés de nos leaders nationalistes, je vous ai cité les noms tout à l'heure, Philippe Nangabwa du côté du Zimbabwe et Samora Machel du côté du Mozambique, ça démontre à suffit qu'il y a un certain crédit que les États africains pourraient accorder à ces messieurs-là. Ça, c'est la première des choses. Donc le passif, non seulement des Africains vis-à-vis de l'ancien maître colonial, mais également le passif de la Fédération de Russie et de l'homme qui préside aujourd'hui à la tête de cet État, qu'est Vladimir Poutine, du fait de son engagement face aux mouvements nationalistes qui sont nés en Afrique et qui ont été portés par des leaders dont Vladimir Poutine a eu à assister ou a eu à être à côté lors de ces combats-là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison également, elle est du sens des valeurs. Rappelons aujourd'hui que nous avons un Occident quand même qui est en plein déclin. C'est-à-dire que les valeurs qui sont portées aujourd'hui par l'Occident et qui veulent être imposées au reste du monde à coût de milliards de dollars à travers des financements occultes ou encore par les armes ne sont pas des valeurs qui sont africaines ou même encore qui sont portées par un certain nombre de peuples qui se revendiquent aujourd'hui des peuples libres du monde. Si on prend le cas du continent africain, aujourd'hui, à coût de milliards et même parfois par les armes, on veut obliger les États africains aujourd'hui à accepter des valeurs qui sont vantées par l'Occident comme étant des valeurs universelles telles que l'homosexualité ou encore
je ne vais pas parler de la pédophilie, mais c'est pas très loin de ça. Quand on veut faire comprendre aux enfants, aux hommes, qu'un enfant peut vivre avec un parent d'un même sexe, comment est-ce que ça s'appelle? Et vous voyez très bien que le discours aujourd'hui qui est porté par Vladimir Poutine, c'est un discours qui s'oppose à ces valeurs-là. Lors de sa dernière conférence devant l'élite de la Fédération de Russie, il faisait savoir à son peuple, est-ce que vous êtes prêts à vivre dans un monde où on fera comprendre à un enfant qu'il peut vivre avec deux pères d'un même sexe, ou alors avec deux mamans d'un même sexe? Est-ce que vous êtes prêts à accepter que vous pouvez vivre dans un monde où des personnes d'un même sexe peuvent facilement vivre ensemble et adopter des enfants? Je crois que ça peut paraître banal, mais ce sont des valeurs qui sont portées par l'Occident, mais qui en réalité ne reflètent pas les valeurs et les coutumes des autres peuples du monde, mais qu'on voudrait imposer au reste du monde. Nous, les Africains, nous reconnaissons à travers ce discours qui est porté par Vladimir Poutine, qui n'a rien à voir avec le discours que veut nous imposer l'Occident. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ce passif, de ce dont ces valeurs qu'il incarne, on peut également questionner l'idéologie qui est portée par Vladimir Poutine. Parce que rappelons que aujourd'hui, Vladimir Poutine fait savoir au reste du monde que ce monde unipolaire, avec comme seul gendarme les États-Unis, qui avait été pensé par l'Occident, ne peut s'exercer dans le monde tel que la Fédération de Russie ou encore les autres peuples du monde le pensent. Et je crois que c'est même l'une des raisons pour lesquelles il subit cette guerre qui est en cours aujourd'hui du côté de l'Ukraine, où en réalité, ce n'est pas la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine, mais la Russie plutôt qui est en guerre avec l'OTAN en Ukraine. Donc, on se rappelle très bien du discours de George Soros, le milliardaire américain, parrain du terrorisme, financier d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales à l'échelle internationale, qui, lors du dernier forum économique à Davos, faisait savoir que l'Occident doit tout faire pour gagner la guerre contre la Russie en Ukraine, parce qu'il en valait de la civilisation, de leur civilisation, qui n'est pas forcément la civilisation du reste du monde, mais qu'on voudrait bien imposer au reste du monde. Donc, aujourd'hui, à travers ce système qui avait été pensé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec les accords de Bretton Woods de 1948, de 1946, les accords de Gates qui finira par devenir les accords de l'OMC, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale internationale, la Banque mondiale, qui en réalité est un système qui avait été pensé par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, de nature à assujettir les peuples du monde. On comprend très bien que Vladimir Poutine aujourd'hui, à travers ses actions, propose une certaine alternative au reste du monde. Et malheureusement, il y a un discours qui est porté par un certain nombre d'Africains qui voudrait faire comprendre aux Africains que quitter l'Occident pour rejoindre la Fédération de Russie ou alors les BRICS serait quitter un maître pour un autre maître. Or que non, c'est un discours pompeux qui est porté par des France-Africains, de nature à véritablement refuter à l'Africain la notion de réflexion. C'est comme si les Africains n'étaient pas capables de réfléchir par eux-mêmes. On sait très bien, après plus d'un demi-siècle de relations avec l'Occident, ce que cela nous a apporté. Et aujourd'hui, la Russie nous offre des alternatives qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour les peuples africains. C'est un peu comme si vous allez au marché et vous voulez une marchandise, mais il n'y a qu'un seul vendeur qui a le monopole du produit que vous voulez. Mais c'est clair qu'il vous fixera les prix, il aura le monopole, c'est lui qui définira à quel montant vous allez acheter sa marchandise. Mais si vous avez plusieurs vendeurs qui justement donnent la latitude à chaque vendeur de définir le prix, pas seulement en fonction de l'autre, mais en fonction de pouvoir véritablement vendre son produit, ça vous donne un large éventail de véritablement acheter votre marchandise à un coût abordable. C'est de ça dont il est question. Ce n'est pas une question de quitter un maître pour un autre maître, mais c'est une question de bon sens. Aujourd'hui, à travers les actes qui sont posés par la Fédération de Russie et donc par Vladimir Poutine, les Africains voient en ce monsieur une alternative face à l'ordre mondial qui leur avait été imposé par des années par le colon. Rappelons que le passif également que traîne ce colon ou alors cet Occident envers l'Afrique, c'est un passif assez nauséabond. On sait très bien que on nous a fait comprendre que la colonisation était légale. Je crois que par cette légalité, on nous a démontré que les questions de légalité et de droit étaient une question de rapport de force. On nous a démontré que la colonisation était légale. On nous a démontré que l'esclavage était légal. L'apartheid en Afrique du Sud également était légal.
tout simplement parce que ceux qui détenaient les critères de légalité étaient justement ceux qui détenaient le rapport de la force, le droit de la force. Et on nous l'a imposé, on nous a fait comprendre qu'il s'agissait d'une question de légitimité. D'ailleurs, je crois que tout un pape avait légalisé le commerce des esclaves. Donc, aujourd'hui, à travers Vladimir Poutine, les Africains voient une forme d'alternative face à cet ordre qui leur a été imposé pendant des années, pour lequel ils ne s'y reconnaissaient pas, mais dans lequel ils ont laissé beaucoup de plumes. Donc, je crois que à travers tous ces éléments-là, que l'on peut expliquer justement ce soutien que présente l'Afrique aujourd'hui face à M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Merci à vous également, Charles Kenyé. Je poursuis avec vous, Louis Magloire Kemayo, toujours dans la même lancée. Hein. On comprend en tout cas clairement que le discours russe passe plus que celui des autres partenaires classiques. On parle précisément, bien sûr, de la France, par exemple. On comprend également clairement que l'Occident a échoué quelque part. Selon vous, où est-ce que ces pays ont échoué en Afrique? Non, je crois que ce qui s'est passé, c'est que pendant de très nombreuses années, les Occidentaux, de façon générale, ont eu l'impression que le continent africain était leur chasse gardée. C'est-à-dire qu'ils avaient un enclos dans lequel ils pouvaient venir faire voter les gens d'une seule voix, les faire s'aligner derrière eux en rang d'oignon pour les prises de décision, sans que cela ne pose aucun problème. Il a été rappelé que pendant 500 ans, nous avons subi l'esclavage. Pendant près de 450 ans, il y a eu également la colonisation. Et à la base de la colonisation, il y a eu la conférence de Berlin qui s'est tenue sans les Africains et au cours de laquelle l'Afrique a été distribuée comme un gâteau entre ce que nous appelons aujourd'hui les puissances occidentales. Donc, quand vous avez vécu tout cela et que au lendemain des indépendances, des mouvements de libération qui ont conduit à ces indépendances-là, vous avez eu le soutien pendant la guerre froide d'un pays comme l'Union soviétique qui aujourd'hui s'est disloqué et n'a laissé place qu'à la Russie et à d'autres États indépendants. Les pays africains sont tentés de dire, même si cette guerre dans laquelle vous nous demandez de choisir un camp n'est pas le nôtre, nous avons le souvenir que pendant nos guerres de libération, ceux qui nous opprimaient, c'était vous, et ceux qui nous soutenaient, c'était les autres. Mais en fait, il ne s'agit pas ici de choisir un camp. Il s'agit de dire que l'ordre mondial dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est plus un ordre qui respecte les pays, les nations en tant que tels. Il est un ordre qui soumet la plupart du temps. Et il est de plus en plus contesté. La Russie est visible parce qu'il y a cette guerre en Ukraine, mais on pourrait également parler de la Chine qui conteste de plus en plus la suprématie et diplomatique et économique de l'Occident sur la scène internationale. S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, peut-être que c'est la guerre contre la Chine qui aurait été le bâton aujourd'hui par lequel on aurait demandé aux Africains de prendre une position claire à la suite de l'Occident. Le président Trump l'avait déjà très clairement déclaré. Pour lui, l'ennemi qu'il fallait à tout prix descendre, c'était la Chine. Donc la guerre ici n'est pas celle uniquement de choisir une position, c'est celle de dire que l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui est de plus en plus contesté. Les attentats contre les tours jumelles de New York avaient été un exemple de cela. Le monde arabe se révoltait contre la manière dont les guerres se déroulent chez elles, notamment la guerre en Irak. La guerre aujourd'hui en Ukraine est en train d'en montrer un autre aspect. Mais la guerre froide déjà était une autre dimension de cette guerre-là. Et bien avant cela, les deux premières guerres qui ont été dites mondiales partaient également de cela. C'est-à-dire que ce sont des guerres qui ne nous concernaient ni de près ni de loin, mais dans lesquelles nous nous sommes retrouvés parce que nous étions des colonies à soutenir un camp contre un autre. Or, les temps ont changé, les hommes ont changé, les rapports de force ont changé. Et aujourd'hui, l'Afrique ne veut plus être utilisée comme un bétail dans les batailles de l'Occident entre eux, au sein de lui-même. C'est-à-dire que Ukrainiens et Russes peuvent se faire la guerre. Nous ne sommes pas obligés de choisir un camp pour dire nous préférons les Russes ou nous préférons les Ukrainiens. Ce que nous voulons, c'est que, au bout du compte, il y ait une réforme du système international et qu'il n'y ait plus des pays qui n'existent qu'en se positionnant par rapport à d'autres. Cela signifie que
au sein de l'ONU, au sein de l'Organisation des Nations Unies, il n'y ait plus cette suprématie du Conseil, des membres permanents du Conseil de sécurité qui peuvent par leur seule voix, parmi les 5, dire nous avons choisi ceci, nous sommes contre telle réforme, nous sommes pour telle réforme, et parce qu'ils ont ce droit de veto-là, tout le monde est obligé de s'aligner. Il s'agit également de voir comment, au sein des organismes comme la Banque mondiale ou le FMI, la gouvernance peut permettre que un pays qui prend une sanction n'oblige pas tous les autres pays à s'aligner sur ces sanctions-là, sinon il leur coupe les vivres en termes de financement. Il s'agit également de voir comment le dollar ne peut pas être la norme à telle enseigne que si les États-Unis sont fâchés contre un pays, vous êtes obligé de ne plus traiter avec ce pays parce que le commerce international se fait en dollars et si vous utilisez le dollar alors que les États-Unis sont en conflit avec un pays, eh bien vous êtes obligé de payer les sanctions qui vont avec. Voilà tous les éléments qui font qu'aujourd'hui, les pays africains sont en train de rechercher une vraie émancipation, qui ne soit pas que politique, qui ne soit pas que nominative, mais qui soit véritablement une indépendance totale à travers des voix qui portent au Conseil de sécurité, à travers une réforme du système de la coopération internationale qui fasse qu'aujourd'hui les pays africains puissent parler d'eux-mêmes et exister par eux-mêmes. Non pas à travers la France, non pas à travers la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie ou n'importe quelle autre puissance internationale, mais par eux-mêmes. Accordez-leur leur place au sein des systèmes de décision, ne leur donnez pas de petites places au sein du G7 ou du G20 où ils viendront pleurnicher pour demander un peu plus de blé, un peu plus de ci ou de ça, mais où ils existeront et diront voici notre vision du monde telle que nous le vivons et telle que nous aimerions qu'il soit, parce que la mondialisation n'est pas qu'occidentale, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir dans lequel l'Afrique veut exister en tant qu'Afrique, mais pas en tant que sous-Europe ou sous-États-Unis. Mais en 30 secondes, peut-être avant de passer la parole à M. Tidiane, est-ce que vous diriez, M. Kemayou, que l'Afrique est pro-russe? Non, je ne dirais pas cela, parce que ce serait un mensonge. L'Afrique ne peut pas être pro-russe. Quand vous regardez toutes les situations dans lesquelles les pays africains se trouvent aujourd'hui, et je ne vais prendre que 3 exemples. Je prends le premier exemple qui est celui de la guerre que le Cameroun est en train de mener aujourd'hui contre les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce qu'on pourrait dire que et j'étends cela à la guerre, au conflit frontalier qu'il y a eu entre le Nigeria et le Cameroun. Est-ce qu'on pouvait être content que dans une situation comme celle-là, le Nigeria vienne s'approprier 2 régions du Cameroun, ou bien que pour des raisons liées simplement au fait que c'est la première puissance économique du continent africain, le Nigeria vienne dominer le Cameroun et récupérer des parties de territoire qui sont propres, qui sont la propriété du Cameroun? Je pense que non. La même chose est valable dans la situation que vivent aujourd'hui 2 pays d'Afrique de l'Est ou d'Afrique centrale, c'est comme on veut, le Rwanda et la République démocratique du Congo. On a besoin que ces pays-là vivent en paix, mais c'est très compliqué de régler la question. Et ça ressurgit assez régulièrement. Vous prenez le Front Polisario ou le Sahara occidental aussi, c'est comme on veut, entre l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc, c'est un vrai problème. Et donc sur ces problèmes-là, les Africains voudraient également arriver à trouver des solutions qui soient des solutions pérennes et qui soient applicables à chaque fois qu'il y a des conflits frontaliers. Mais nous sommes enfermés dans une logique qui est celle de dire les frontières héritées de la colonisation, c'est un dogme, on n'y touche pas. La guerre, c'est pas bon, l'État, c'est pas bon, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur ces questions-là et trouver des solutions qui soient autonomes et qui ne soient pas celles de la force? Si nous arrivions à le faire, si nous étions capables, si nous avions la force utile, que nous pouvions atteindre le seuil critique qui permet de régler ces problèmes-là au niveau africain sans interpeller ni les Nations Unies ni l'Europe, peut-être que ce serait une solution. Mais quand on laisse tous ces problèmes-là pour aller essayer de régler le problème entre l'Ukraine et la Russie, je crois que c'est comme si on avait un incendie chez soi et qu'on préférait aller éteindre celui qui est allumé chez le voisin avant de s'occuper de soi-même. C'est pas sérieux. Merci une fois de plus à vous, Luc Magloire Kemayou. Cheikh Tidiane, je vous retrouve donc, alors on l'a dit sur ce plateau, la Russie qui propose donc aux États africains une
coopération, on parle de pragmatisme en termes de coopération, sans leur faire de leçons de démocratie ou encore de droits de l'homme. La Russie leur assure même une protection à l'ONU. On sait que, voilà, plusieurs fois, la Russie a mis son blocus contre certaines résolutions, voilà, qui pourraient porter atteinte plus ou moins à la stabilité de certains États africains. Votre pays, d'ailleurs, le Mali, a renforcé sa coopération avec la Russie. Est-ce que vous croyez quand même, tout de même, à ce partenariat aujourd'hui qui est de plus en plus acclamé, à ce discours russe qui se veut, voilà, légitime ou plus ou moins démocratique, hein, pour les États africains? Oui, je crois à ce partenariat qui pourra être gagnant-gagnant pour les Africains. Avant même d'évoquer le soutien de pays africains à la Russie ou à Vladimir Poutine, ou le partenariat entre l'Afrique et la Russie, il faut remonter dans le temps, en fait. L'Union soviétique, au temps de l'Union soviétique, et aussi au lendemain des indépendances, la fédération où le pays, l'Union soviétique, était le soutien des pays africains pour les aider à avoir l'indépendance totale et aussi à les libérer des puissances colonisatrices, notamment sur le plan militaire. En Afrique, généralement, lorsqu'on parle des armes, on parle des Kalachnikov, des PMK. Je ne suis pas un spécialiste en armement, mais c'est des fabrications russes. Et les aéronefs qui sont en Afrique aussi, généralement, ça vient de la Russie, l'ancien Union soviétique. L'Algérie est un pays qui est puissant militairement en Afrique, dont son arsenal militaire vient principalement de la Russie. Et la Russie ne s'est publiquement jamais dit voilà, c'est moi qui vous aide, il faut que je vous impose des conditions. On n'a jamais vu ça publiquement de la part de la Russie. Et tout ceci montre que le partenariat avec la Russie est un gagnant-gagnant, et sans que la Russie soit une donneuse de leçons aux Africains. Et c'est ce qu'on cherche réellement en Afrique, avec une jeunesse décomplexée. Je peux me recevoir, très bien, allez-y, on vous reçoit. Avec une jeunesse décomplexée qui ne veut plus du tout de la France-Afrique, parce que la France-Afrique a toujours servi en Afrique depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Au lendemain des indépendances aussi, il a été question de créer une fédération entre les pays africains. Par exemple, créer une fédération de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Afrique de l'Ouest. La France-Afrique, par la voix de Félix Houphouët-Boigny, s'était clairement opposée à cette fédération, parce qu'il ne voulait pas du tout entendre parler d'une fédération. Il voulait seulement que son pays soit un pays à part entière, pas du tout de fédération. En sachant qu'à cette époque-là, les pays africains, il y avait beaucoup de pays africains qui n'avaient pas du tout une population plus de 1 million ou moins de 4 millions d'habitants, ne pouvaient pas se développer. Et aussi sur les débouchés sur la mer, le Mali et le Burkina aussi n'avaient pas cela, et c'était moins de pression aussi qu'ils pouvaient exercer. On le voit notamment dès qu'il y a un problème entre la France et ces pays-là, directement on ferme les frontières, on dit on vous donne plus des denrées alimentaires, on vous donne plus, on ferme nos frontières. Tout ça fait partie du jeu de la France-Afrique. Et la Russie veut nous aider à nous émanciper de l'aide. Et la Russie n'est pas présente en Afrique depuis le temps de l'Union soviétique jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de base militaire russe en Afrique en disant qu'ils viendront nous aider. Jamais. Et en 2017, pour continuer, en 2013, lors de l'intervention française au Mali, c'est pas uniquement la France. La France n'a même pas les capacités de sa politique en Afrique. Il y a eu beaucoup d'aide. Il y a eu notamment les États-Unis, et aussi la Russie qui a aussi soutenu la France. La France a loué des avions à la Russie. En ce moment, on ne parlait pas de Wagner, on ne parlait pas de toute cette propagande autour de la Russie en Afrique. Et même à cette époque-là, la Russie avait dit aussi qu'elle allait fournir des instructeurs militaires au Mali pour former l'armée malienne. Et 90% aussi des officiers maliens sont formés en Russie. Et toutes les matériels militaires que le Mali
vient de la Russie. Donc la coopération entre le Mali et la Russie et l'Afrique et la Russie ne date pas d'aujourd'hui. Et la France-Afrique ne contrôle plus les informations. Et c'est ça le point essentiel aussi de la chose, parce que avant c'était eux qui nous donnaient les informations. Et l'image qu'ils renvoyaient de la Russie, c'était la vodka, les assassinats par le cyanure et aussi les mafieux. C'était tout simplement ça, la Russie en résumé aux yeux des Africains, parce que c'était la presse de la France-Afrique qui nous informait. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les Africains arrivent à s'informer, arrivent à s'émanciper de cette propagande occidentale en Afrique. Et aussi, en regardant la France, avant c'est la France qui élaborait les résolutions pour les pays francophones à l'ONU, et c'était directement voté par tout le monde, il n'y avait pas du tout de soucis. Le problème a commencé à se poser lorsqu'ils ont menti au monde entier en disant qu'il fallait aller libérer le peuple qui était sous la dictature de Mohamed El-Kadhafi. Alors c'était complètement faux. L'objectif c'était de tuer Mohamed El-Kadhafi et créer le désordre dans tout le Sahel, sans préparer l'après Mohamed El-Kadhafi. Et la Russie s'était posé la question, est-ce que j'ai bien fait d'agir? Ils ont répondu eux-mêmes en disant non, on n'a pas du tout bien fait d'agir parce qu'ils n'avaient pas du tout de plan. C'était uniquement Mohamed El-Kadhafi, et aujourd'hui c'est ces armes-là qui se retrouvent au Sahel. Et la France vient en pompier pour sauver les pauvres Africains, les médiocres Africains qui sont là, qui ne peuvent pas se défendre. Or, elle n'est même pas capable de nous fournir les armements nécessaires pour nous défendre. Or, la Russie nous le donne. La Russie ne nous pose pas des conditions. La Russie ne cherche pas à savoir si, qu'est-ce qu'on va faire de ces armements-là. La Russie nous le donne et elle nous forme aussi à l'utilisation de ces armes sans ingérence dans la politique intérieure de nos pays. Et la jeunesse africaine a compris aussi que Vladimir Poutine est un fervent défenseur de la liberté et de l'égalité des peuples que les Africains n'ont pas pu avoir depuis plus de 60 ans chez eux, avec la France-Afrique qui n'a rien apporté en Afrique que de la désolation, en passant par les aides au développement qui bénéficient que aux entreprises françaises, que les Africains n'ont rien à gagner dans ces différentes marchés, et aussi les différents coups d'État organisés aussi par la France-Afrique en Afrique pour garder la mainmise sur ces anciennes colonies. Et là, réellement, moi je crois au partenariat entre la Russie et ça. Je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant pour l'Afrique, que la France et ses partenaires n'ont pas pu au peuple africain depuis des années. Merci à vous, Monsieur Tidiane. On refait le tour pour cette thématique. Alors, Abdou Ndam, on est d'accord, du moins, si on s'en tient à vos analyses, bien sûr, vous et vos copanélistes. La France, du moins, les partenaires classiques ont échoué quelque part. Mais est-ce que cela veut dire, est-ce que c'est parce que c'est la Russie? Simplement, je m'explique. Est-ce que, si c'était, on est dans le même contexte, un autre pays, comme la Chine, la Corée, qui saisissait effectivement cette occasion, qui proposait une telle offre telle que celle que nous propose la Russie, est-ce que cela aurait été le même résultat? Est-ce que le discours passerait aussi en Afrique? Ou alors, parce que c'est la Russie, eh bien le discours est accepté? Je crois que c'est une question très intéressante. Oui. Que ce soit la Chine, la Turquie, un autre pays, et je tiens à vous rappeler que ces pays que vous citez sont alliés avec la Russie, avec le BRICS. Et je vais vous prendre un extrait par exemple. Est-ce que vous savez que depuis quelques années au Cameroun, le premier partenariat économique au Cameroun n'est plus la France, c'est la Chine par exemple. C'est pour vous dire que la Chine est aussi présente en Afrique. Mais ce qui fait la spécificité de la Russie, c'est que c'est sur le plan purement de la manifestation d'un certain nombre d'agissements sur la scène internationale. C'est l'attitude du point de vue visible, l'acte que pose la Russie sur le plan visible, qui en réalité met davantage en orbite la Russie au devant de la scène à travers la dimension de l'impérium. Le pouvoir, la domination, le pouvoir et la capacité d'imposer sa vision. Parce qu'en réalité, que ce soit au Cameroun et dans d'autres pays africains, la Chine y est. La Chine coopère avec ces pays-là, au même titre que la Russie. Mais ce qui fait la différence avec la Russie, c'est que la Russie est un pays qui, du point de vue militaire, est en train de démontrer
une force véritable qui garantit en quelque sorte l'investissement économique. Si vous n'avez pas l'assurance militaire, vous ne pouvez pas investir économiquement. Voilà pourquoi on peut donc voir que la Russie est un État qui est davantage mis en orbite. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit la Chine, la Russie, d'ailleurs, les deux ont une politique de gestion commune. Dans leur stratégie d'émergence ou encore d'émancipation vers l'Afrique, ils ont quasiment les mêmes politiques. D'ailleurs, ils se comportent de l'enseigne qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt entre ces deux puissances. Entre la Chine et la Russie, en Afrique, vous avez entendu de quoi entre les deux? Pas du tout. Pourquoi? Parce que les deux déterminent leur domaine de compétences et l'un n'empiète pas dans le domaine de l'autre. S'il s'agissait d'un pays qui ne fait pas partie, par exemple, du BRICS, ou un autre pays, juste pour savoir si l'Afrique, est-ce que l'Afrique n'est juste pas en train de saisir peut-être une occasion parce qu'il y a un partenaire qui se présente, qui présente peut-être une plus belle offre, ou alors est-ce que un autre partenaire n'aurait pas fait l'affaire comme la Russie? Oui, un autre partenaire. Alors, vous savez, il est important de le notifier que la société n'est pas statique. Elle est contingente. Au regard des réalités dont nous disposons aujourd'hui, ça ne peut qu'être la Russie pour permettre à ce que l'Afrique puisse s'émanciper. Donc, je crois qu'il est important de le dire que, tenez par exemple, il y a certains faits que les Occidentaux, à chaque fois, lorsqu'ils ont vu les Africains proposer par eux-mêmes des solutions pour sortir la tête de l'eau, à chaque fois, ils ont été stoppés net. Je prends deux exemples. Sur le plan monétaire, l'idée que le feu Muammar Kadhafi avait émise pour pouvoir mettre sur pied, bâtir une monnaie africaine, créer une monnaie commune et que la banque devait se siéger à Yaoundé au Cameroun, cette initiative a été stoppée net par les Occidentaux. Sur le plan satellitaire, l'idée vient de qui? De Muammar Kadhafi, qui a été toujours stoppé net. On a vu ce quelqu'un par qui l'Afrique devait se développer véritablement. Et ils ont tout manœuvré pour pouvoir casser ce dynamisme qui prend déjà corps. Tenez par exemple, l'organisation africaine qui doit quand même penser, favoriser l'émulation de la pensée africaine et permettre que l'Afrique pense par elle-même pour pouvoir proposer des solutions propres à l'Afrique, qui est notamment l'Union africaine. L'Union africaine est davantage prise en otage par ces puissances occidentales qui en réalité contrôlent en quelque sorte l'Union africaine. Donc il y a tous les leviers que les Occidentaux actionnent dans la perspective de maintenir l'Afrique sur leur joug. Vu dans cet angle-là, l'avènement de la Russie, la guerre russo-ukrainienne, et donne une réconfiguration de la géopolitique mondiale et que lorsqu'on voit les agissements de la Russie, on constate véritablement que il ne fait que coopérer. Et tenez par exemple, vous avez compris par exemple le discours à chaque fois que les autorités maliennes tiennent. Je prends le cas par exemple du discours du ministre de la Chose extérieure et de la coopération. Il dit ceci: nous ne reprochons rien, on n'empêche pas la coopération avec qui que ce soit, mais nous voudrions tout simplement que les termes de l'échange, les termes de la coopération soient des termes qui ne flouent pas l'autre, qui est le respect des acteurs, le respect des pays et que la coopération soit gagnante. Dans cette perspective-là, on sait très bien que certains acteurs, certaines puissances ne vivent que et pas l'Afrique et utilisent l'Afrique comme leur grenier. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils viennent piller l'Afrique pour pouvoir augmenter leurs ressources sur le plan économique. Je crois que la Russie, bien qu'il y a d'autres acteurs sur la scène internationale qui émergent, la Russie aujourd'hui se positionne comme un partenaire fiable pour permettre à ce que l'Afrique puisse avoir une politique véritable de développement profond. Et on a fustigé tout à l'heure ce rang dispersé où certains leaders africains, notamment les chefs d'État, où au lieu de faire bloc, créer un bloc monolithique, défendre l'intérêt des Africains, où on voit que chaque chef d'État va en cavalier solitaire selon ses intérêts. Cela se voit d'ailleurs aussi à travers les différents votes au sein des Nations Unies où l'Afrique est quand même divisée. Un exemple. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'au sein, toujours, ça a été toujours le cas, qu'au sein du Conseil de sécurité, c'est la France qui porte la voix de l'Afrique. Mais c'est une hérésie totale. Et je pose dans la question importante, la refonte de l'Union des Nations Unies, à défaut de dissoudre cette institution, il va falloir qu'on puisse repenser. Aujourd'hui, l'Afrique est incontournable dans la géopolitique mondiale. L'Afrique est un continent indispensable pour le développement du monde entier. Par conséquent, à partir de cet atout indispensable, il est important que l'Afrique puisse avoir au moins une place au sein du Conseil de sécurité. Et un élément très important, je vais sortir par là, pour vous dire qu'en réalité,
Mais quelle est cette Union européenne qui travaille tout simplement pour fragiliser le continent africain et que certains Africains se laissent faire? Et je crois que, entre autres, l'élément qui permet à ce que l'amour vers la Russie soit davantage accentué et vers Vladimir Poutine, c'est le rôle des médias. Ne perdons pas de vue. La ligne éditoriale, les informations étaient travaillées dans 5 ans, puissent toujours diaboliser, donner une image condescendante des Africains. Mais avec l'émergence des médias africains tels que Forum Média et d'autres chaînes panafricaines, on constate que l'éducation populaire est davantage mise à nu et que les Africains sont conscients des vrais enjeux. Voilà pourquoi le peuple est plus que jamais au cœur de l'enjeu et c'est avec qui on peut fonctionner pour faciliter le développement. Donc il ne faut pas négliger la dimension médiatique qui a joué un rôle important de culture politique. Je tiens à rappeler que ces jeunes-là qui sollicitent l'arrivée de la Russie, la plupart ne sont pas instruits sur le plan académique, mais c'est parce qu'ils écoutent ces débats chaque jour, qui sont davantage cultivés et qui maîtrisent les vrais enjeux, même plus que les académiciens. C'est une dimension qui ne saurait être d'ailleurs négligée parce qu'on le sait, on a suivi des discours, plusieurs sorties d'ailleurs du président français Emmanuel Macron qui faisait référence, même si de l'autre côté on parle quand même de fake news et tout, mais en fait c'est pour dire que effectivement les médias jouent un rôle important dans cette voilà ce conflit plus ou moins qui oppose aujourd'hui la Russie au bloc occidental. Je poursuis avec vous Charlie Kenyé pour cet autre tour autour de cette thématique. Alors comme on le disait plus haut, ce soutien n'est pas observé seulement dans un seul pays mais dans plusieurs pays africains. Est-ce que cela ne donne pas aussi raison à ceux-là qui estiment, d'ailleurs on en a parlé sur nos plateaux, que le débat est faussé justement lorsqu'on parle d'une guerre géopolitique entre la Russie et la France, car selon eux, les analystes estiment qu'il s'agit plutôt d'une guerre entre l'Afrique et la France. Pour qu'on soit clair dessus, les discours qui sont portés par les services de renseignement français, la DGSE, le service Vigilum du Quai d'Orsay, ne doivent pas être répétés en Afrique. Il n'y a pas une guerre en Afrique contre la France, non. Je crois qu'aujourd'hui, nous partageons un même idéal, celui d'être des peuples libres. Aujourd'hui, même on se rend compte que les masses françaises s'abreuvent à l'information africaine. Parce que là-bas, ils sont formatés dans une bulle. Le droit à l'information, ils ne l'ont pas du côté de l'Hexagone. Il faut qu'on le dise ouvertement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, à travers un certain nombre de manifestations qu'on a observées du côté de la France, où des milliers de Français sont descendus dans les rues pour demander à Macron de démissionner. Même si aujourd'hui, ces médias mainstream ne veulent pas le reconnaître. Mais nous avons vu les images qui ont circulé en boucle sur la toile. Nous avons fait des émissions dessus. Nous avons rédigé des analyses, des articles dessus. Et ce que le peuple français, dans sa majorité, réclamait, c'est ce que nous passons notre temps à dire ici sur ces médias. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contentieux, il n'y a pas un différend entre les peuples africains, les peuples français, les peuples occidentaux. Non. Les peuples africains et les peuples français sont frères. En tout cas, nous avons un même idéal, celui de vivre dans un monde libre. Et aujourd'hui, on se rend très bien compte que le discours qui est porté par les agences de renseignement occidentaux, de nature à véritablement créer cette fissure, cette fracture entre ces peuples qui sont frères et qui n'aspirent qu'à un mieux-être, c'est un discours qui ne porte pas. C'est un discours qui n'a pas raison d'être. Le discours que les Africains disent, il est anti-impérialiste français. C'est un discours qui est contre l'oligarchie qui est actuellement au pouvoir en France. C'est ce dont le premier ministre malien, lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, parlait de la junte française au pouvoir. C'est de ça dont il est question. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le peuple français, dans sa majorité, ne se reconnaît pas en son élite. Et c'est là où ça doit nous amener à nous questionner les véritables questions. Qui gouverne véritablement en Europe? Est-ce que ceux qui gouvernent en Europe sont une émanation, sont une représentation des peuples, des masses, ou alors ils sont au profit, ou alors ils sont aux ordres d'un ordre mondial qui en réalité a des agendas qui n'ont rien à voir avec les masses? Parce que comprenons très bien, on veut nous faire comprendre aujourd'hui que les peuples africains, les peuples français ou les peuples occidentaux
sont en guerre ou ne se comprennent pas, ou alors il y aurait une fracture. Mais bon Dieu, quand ces occupants ou alors quand ces masses occidentales défilent dans les rues par milliers, changent leur gouvernant, est-ce que c'est les Africains qui sont là-bas pour manifester? Quand les Africains ont amené l'Italie à changer de gouvernant, est-ce que ce sont les Africains qui manifestaient du côté de l'Italie? Quand la Grande-Bretagne a eu à changer 2 premiers ministres, est-ce que ce sont les Africains qui ont manifesté de ce côté-là? Quand les manifestations sont en cours aujourd'hui du côté de la France, ce sont les Africains qui manifestent là-bas? Quand la Roumanie, la République tchèque, la Finlande, quand la plupart de ces pays aujourd'hui, de l'Union européenne, quand on observe les manifestations où on voit très bien dans les pancartes, les populations affichaient clairement 2 choses. Parce qu'il faut le dire, les populations en Europe aujourd'hui, en Occident, manifestent pour 2 choses. La première, c'est qu'ils ne veulent pas voir l'OTAN traverser le territoire avec des armes pour justement alimenter le conflit ukrainien. La deuxième, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas dans les mesures qui sont prises par les ordres gouvernants du côté de l'Europe, de nature à véritablement opposer des sanctions à la Fédération de Russie, qui en retour se retourne contre les peuples. Donc voilà les 2 choses pour lesquelles les peuples européens aujourd'hui ne se reconnaissent pas en les leaders. Et ce n'est même pas qu'en Europe, même du côté des États-Unis. On sait très bien aujourd'hui, par rapport à nos informations, comment les républicains ont fait savoir que pendant les élections de mi-mandat de novembre qui arrivent, s'ils arriveraient à gagner le Congrès, eh bien, ils reverraient la copie de ce que les démocrates ont fait dans cette crise en Ukraine. Ils se disent aujourd'hui prêts à contraindre l'Ukraine ou alors prêts à négocier avec la Fédération de Russie pour un retour au calme du côté de l'Ukraine. C'est vrai que les promesses n'engagent que ceux qui croient, mais véritablement, ça démontre à suffire ce que les peuples là-bas veulent pour l'élite. Ce n'est pas les Africains. Donc, ce discours de nature à véritablement opposer les peuples, qui en réalité partagent un même idéal, partagent un même combat, c'est un discours qui est très bien construit par les agences de renseignement dont je venais de dire tout à l'heure. Mais dans lesquels nous, les Africains, nous ne nous reconnaissons pas. Parce que le peuple, le combat aujourd'hui qui est mené par les Africains, c'est un combat qui incarne le monde libre. Nous ne voulons plus de cet ordre mondial qui nous a été imposé. Je crois que c'est Brzezinski qui le rappelait à suffire dans son livre Le Grand Échiquier, où il disait clairement que les États-Unis ont pensé un ordre mondial dans lequel on aura un gouvernement mondial où tous les peuples du monde devront s'y reconnaître. Ce n'est pas une obligation. Les gens ne peuvent pas rester dans des laboratoires, penser des choses et obliger le reste du monde à travers des milliards de dollars ou alors à travers des armes, nous obliger à se conformer à ce système-là. Ce n'est pas possible. C'est en ça aujourd'hui que les peuples ne se reconnaissent pas, pas seulement les peuples africains, je parle des peuples libres du monde. Ce n'est pas les Africains qui incitent les Occidentaux aujourd'hui, les Européens, à se rebeller contre les élites qui sont au pouvoir actuellement. Parce que le discours qui est porté par ces élites-là, ils ne s'y reconnaissent pas. Aujourd'hui, on voit une crise qui oppose la Russie et l'Ukraine, où jamais on ne nous parle des enjeux, jamais on ne questionne l'histoire. Mais les Européens sont en train tous les jours d'abréver le peuple en leur faisant savoir que c'est Vladimir Poutine qui est le mal. On fournit les armes à l'Ukraine à hauteur de milliards de dollars. Mais d'un autre côté, les entreprises ferment parce qu'il justement il manque ces milliards de dollars pour payer les factures d'énergie qui deviennent de plus en plus exorbitantes. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ce n'est pas les Africains qui vivent ça. C'est eux-mêmes qui comprennent qu'il y a un problème. Les gens ont pensé le monde, mais ils n'ont pas compris que le monde a évolué avec le temps. Et les peuples de 1948 ne seront pas les peuples de 90, qui également ne seront pas les peuples des années 2000. Les Africains, ou alors comme les peuples libres du monde, ont compris les défis qui s'imposent aujourd'hui. Et c'est en ça où, lorsqu'on analyse de façon logique ce qui est en train de se passer, on comprend très bien que, mais bon Dieu, les gens sont en train de nous amener dans quelque chose dans lequel nous, on ne se reconnaît pas. À qui profite tout ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui à l'échelle internationale? Cela profite à 2 entités. Premièrement, cela renforce l'hégémonie américaine à travers le reste du monde. Et deuxièmement, cela profite aux multinationales américaines. Et en quoi le monde est libre, en quoi les peuples du monde se reconnaissent dans ça? Pourquoi est-ce que nous devons payer la facture d'une nation qui refuse de travailler, mais qui se plaît chaque jour à imprimer le dollar pour le partager au reste du monde? Ça n'a pas de sens. Donc c'est un discours qui est très foireux. Il faut également rappeler à ceux qui ont l'habitude de croire que les Africains sont des êtres très peu réfléchis. J'aime souvent le dire. La Fédération de Russie possède en son sein
des réserves et des richesses naturelles qui sont de loin supérieures à ce que possèdent l'État, les Africains. Il faut le dire. Parce qu'on a comme l'impression, par les discours des médias mainstream, à pouvoir diaboliser la Fédération de Russie comme étant le mal et à dire que ce qu'ils recherchent en Afrique, ce sont les minéraux. On l'a vu dans le cas malien où on a fait comprendre que en réalité, les Russes sont au Mali pour justement exploiter les réserves d'or maliennes, pour les transformer, pour justement s'enrichir et bien d'autres choses. C'est à se poser la question, la France elle-même au Mali, qu'est-ce qu'elle faisait? Mais ce n'est pas ça le débat. Mais il faut rappeler à ces gens-là, la Russie est à l'une des plus grandes, à la première réserve de gaz et de pétrole à l'échelle internationale. Il faut le dire. Je dis bien la première réserve de gaz et de pétrole à l'échelle internationale. La deuxième, certes, elle est en Afrique, dans la région du Golfe de Guinée. On parle d'un peu plus de 24 000 milliards de barils de pétrole. Mais la première, elle est en Fédération de Russie. Je ne vous parlerai pas des autres matières premières. Donc, c'est valable également pour la Chine. Ça peut dire que quand en réalité ces pays arrivent en Afrique, ils n'arrivent pas dans une logique hégémonique, contrairement aux États occidentaux tels que l'Europe et les États-Unis. Parce qu'ils ont véritablement besoin de cette matière première, parce qu'ils se servent de l'Afrique comme creusette de matière première pour alimenter leur industrie. Mais la Russie n'est pas dans cet ordre. La Russie en réalité voit en Afrique des États satellitaires qui vont permettre à ce que, à travers l'idéologie qu'elle porte, à savoir amener le monde vers une certaine multipolarité, vont justement inverser la tendance géopolitique de nature à renforcer l'évolution de ce monde vers cette multipolarité. C'est ce que la Russie voit en Afrique. Parce que depuis bien des années, à chaque fois qu'un discours ou alors qu'une résolution était posée à l'attention des Nations Unies et même du Conseil de sécurité des Nations Unies, le vote des Africains allait à l'encontre des Occidentaux. Jamais les Africains n'ont voté à cette instance par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle on est même en train de se poser la question, même le dernier vote sanction qu'il y a eu du côté des Nations Unies, est-ce que véritablement le vote qui a été porté par les Africains, comme quoi le oui qui sanctionnait l'intervention russe en Ukraine et l'annexion des 4 régions ukrainiennes, est-ce que ce vote-là véritablement reflétait la volonté des Africains? Parce que rappelons qu'à l'heure où nous parlons, il y a un scandale du côté de Madagascar. Vous où le ministre des Affaires étrangères, où le ministre des Affaires étrangères est allé voter pour la résolution qui justement condamnait la Fédération de Russie, mais le vote qu'il a fait de ce côté-là était un vote qui n'avait rien à voir avec la volonté de son président. C'est la raison pour laquelle il a été limogé. Et selon un certain nombre d'informations portées à notre attention, on se rend très bien compte que ce ministre a été retourné du côté des Nations Unies par ces personnes-là qui sont justement porteurs d'un certain nombre de valeurs universelles, comme quoi ils ont proposé un poste de responsabilité dans une organisation internationale à la condition de pouvoir voter contrairement à la volonté de son président. Bon, quand vous prenez ce cas et que vous le ramenez à l'échelle africaine, ça veut dire qu'on est en droit de se poser la question. La plupart des 8 même des États africains qui proviennent de ces votes-là, est-ce que véritablement ces 8 reflètent la volonté des États africains? Ou alors nous avons affaire à une mafia internationale organisée de nature à vouloir imposer au reste du monde les volontés de ce monde. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que les États-Unis, même lorsqu'il fallait aller négocier avec l'Arabie Saoudite, dans le cadre de l'OPEP+, puisque l'OPEP+, voulait réduire la production pétrolière, les États-Unis sont allés causer avec les Saoudiens dans le cadre de leur faire comprendre que c'est vous et moi contre le reste du monde. Ça n'a pas de sens. Et c'est le discours qui est porté depuis l'année des temps. C'est-à-dire qu'on veut faire comprendre aux Africains que ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Mais c'est une imbécilité à nul autre pareil. On vous parle de valeurs universelles, on vous parle de droits de l'homme, on vous parle de respect de la souveraineté. Mais d'un autre côté, vous avez un camp qui va obliger le monde à vivre selon sa réalité, vivre selon son idéologie. Quand c'est bon pour eux, tout le monde doit se ranger. Et quand c'est pas bon pour eux, tout le monde également ne doit pas se ranger. C'est une bêtise à nul autre pareil. Et les Africains ont pris position, ont compris que face à cette alternative que propose la Fédération de Russie, les choses ne devront plus se passer comme par le passé. Merci à vous, Charlie Kenyé. Lui, Magloire Kayou, alors, est-ce que vous diriez aussi, hein, tout comme Charlie Kenyé, en parlant de ces discours, de cette puisqu'on parle de plus en plus d'une guerre géopolitique entre la Russie et la France, un discours battu en brèche justement par certains analystes africains, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre tout de même une guerre de l'ombre en Afrique? Non, c'est sûr. L'Afrique aujourd'hui a pris
une importance diplomatique très importante. Pardon de répéter plusieurs fois la même chose, mais l'Afrique a pris une grande importance sur la scène diplomatique internationale et cela lui permet aujourd'hui de choisir ses partenaires. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, quand on nous impose aujourd'hui de travailler avec un camp et d'éviter de travailler avec un autre, en sous-entendant que nous sommes influencés soit par les uns par les autres, parce que ce sont eux qui conditionnent notre manière de penser. C'est très frustrant, c'est très méprisant de la part de ceux qui formulent ce genre d'hypothèse-là. Et je crois que de l'autre côté, il y a aussi une espèce d'angélisme côté africain, à vouloir penser que il y a des gens qui sont plus bons ou qui sont meilleurs que d'autres et d'autres qui sont pires. L'enjeu est à peu près le même. Que l'on soit du côté des Chinois, des Turcs, des Russes, l'enjeu est à peu près le même. Il faut aujourd'hui que l'Afrique, de mon point de vue, comprenne que elle doit gagner elle-même ses batailles. Personne ne défendra l'Afrique à la place des Africains. Et la première chose que l'on doit reconnaître aux Africains, c'est leur capacité à choisir leurs partenaires. Si nous choisissons la Russie, nous n'avons aucun compte à rendre à personne, ni aux États-Unis, ni à la France, ni à l'Union européenne. Si nous choisissons de travailler avec nous-mêmes, nous le ferons également en connaissance de cause. Parce que nous avons payé le prix fort du suivisme pendant la guerre froide. Les assassinats de Patrice Lumumba, la mise sur la liste des organisations terroristes d'un parti politique comme l'ANC, d'un mouvement politique comme l'ANC, ne peuvent pas laisser indifférents les Africains. Pendant de nombreuses années, nous avons subi cela. Et si l'ordre du monde, tel qu'il a été défini par les Occidentaux à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40, continue d'exister aujourd'hui, malgré toutes les transformations qu'il y a eu, c'est bien parce que nous l'acceptons. Quand cela est devenu inacceptable avec la Société des Nations, on a dissous la Société des Nations qui était en Suisse et elle a été déménagée aux États-Unis pour donner naissance à l'Organisation des Nations Unies. Moi, je milite aujourd'hui pour que l'Afrique ne demande pas uniquement un strapontin comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qu'elle exige que le siège des Nations Unies quitte les États-Unis pour venir sur le continent africain et que l'Afrique y élabore également ses stratégies sur le plan international parce que nous y avons droit. Quand vous regardez aujourd'hui les décisions qui sont prises au niveau du Conseil de sécurité, plus de 80% de ces décisions concernent le continent africain. Mais un peu comme dans les années 1800, on décide pour les Africains à leur place pour ce qui devrait être le bien des Africains, qu'il s'agisse de la Cour pénale internationale, qu'il s'agisse des missions des Nations Unies sur le continent africain ou encore de situations de guerre comme celle que nous sommes en train de vivre aux Nations Unies, en Ukraine aujourd'hui. On décide à la place du monde. Et quand bien même on consulte les Nations Unies, la résolution 1973, elle a été clairement détournée. C'est-à-dire que cette résolution disait, on va créer une zone, une no-fly zone au-dessus de la Libye, mais elle ne permettait pas des combats au sol et elle ne disait surtout pas qu'il fallait renverser Kadhafi. Or, c'est ce qui s'est passé. Les Africains étaient opposés à cela, mais on a réussi à contourner le point de vue de tous les pays riverains de la Libye et des pays africains en général pour imposer une guerre au sol qui a conduit à la chute et à l'assassinat de Muammar Kadhafi et à tout le désordre que nous sommes en train de vivre dans le Sahel aujourd'hui. Donc pour moi, bien sûr que nous sommes sensibles à ce que défend la Russie en parlant de multilatéralisme et d'un équilibre du rapport de force dans le monde, mais il faudrait davantage penser à ce que devrait être la position de l'Afrique, la capacité de l'Afrique de peser de son poids réel sur la scène internationale et non plus seulement de devenir un sous-Occident ou une sous-Russie ou une sous-Chine, peu importe. Pour moi, l'Afrique est aujourd'hui devenue une force diplomatique internationale qui doit être respectée pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle pèse. Merci à vous, Kemayou. On clôture cette thématique avec vous, Cheikh Tidiane, avant de refaire le dernier tour de table pour la seconde thématique. Alors, Cheikh Tidiane, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait le dire, je pense que d'ailleurs, si on s'en tient aux différents discours tenus ici ce soir, peut-être une évidence, la Russie est une alternative à l'hégémonie occidentale en Afrique. Mais que dit-on de ce discours blanc, bonnet, bonnet blanc?
Moi, je dirais oui. Je dirais oui parce que avant, c'était uniquement, on réfléchissait par l'Occident. On faisait tout par l'Occident, mais la Russie est en retrait, notamment avec le prédécesseur de Vladimir Poutine, qui était vraiment, excusez-moi le terme, mais qui était un clown de l'Occident, qui n'avait pas du tout à s'assumer comme un pays comme la Russie. Et Vladimir Poutine est venu avec de nouvelles stratégies pour changer la donne. Elle sait que l'Europe dépend d'elle en gaz. On le sent déjà ici en France. L'hiver va être vraiment difficile pour nous qui vivons en France. Et tout ça nous montre que la Russie n'a rien à gagner en Afrique si ce n'est pas l'influence. Parce que la France aujourd'hui est une puissance, on le compte parmi les puissances du monde. En réalité, sa puissance, elle la sort d'où? C'est bien sûr grâce à ses anciennes colonies. La France n'a pas de richesse. La France n'a même pas la capacité de mener une guerre plus de 24 heures. On a vu notamment en Libye. Elle a commencé les frappes aériennes, elle n'a pas pu les finir. Lorsque il était question aussi de l'opération Serval au Mali, la France a fait appel à toute l'Europe, même aux États-Unis. C'est les États-Unis qui fournissaient la logistique à la France pour qu'elle puisse intervenir au Mali. Donc la France n'a pas du tout la capacité, mais la Russie en a. La Russie est une puissance militaire qui pourra aider l'Afrique sur le plan militaire. Mais sur le plan technologie, la Russie n'est vraiment pas, ne fait pas le poids face à l'Union européenne ou aussi aux États-Unis. Parce que technologiquement, ils sont bien avancés. Ils ont plus de technologie que la Russie. Mais la Russie est une alternative dans la mesure où aussi la Chine viendra aider la Russie technologiquement, que la Chine est très bien avancée en technologie aussi, et s'ajoute cela la Turquie aussi qui va rallier le rang de la Russie. Tous ces blocs-là vont aider l'Afrique à se développer parce qu'ils vont pas venir nous donner des leçons, ils vont pas nous donner des aides avec des conditions disant si je vous donne l'aide, il faut que vous choisissiez nos entreprises. Et si je vous donne les aides, il faut que vous construisiez des infrastructures, des routes qui profitent toujours aux multinationales françaises. Donc, je pense réellement que la Russie est une alternative à l'hégémonie européenne en Afrique. Et c'est la fin de la France-Afrique. Ça, si je le dis, j'ai toujours le sourire et j'espère que ça va se réaliser parce que si on arrive toutefois à mettre fin à la France-Afrique, je pense que l'Afrique pourra se développer d'elle-même. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin aussi que la Russie vienne aussi, il faut faire attention, parce qu'en Guinée, on voit des entreprises russes aussi qui exploitent le bauxite depuis des années, mais qui est vraiment désastreux en Guinée, il faut le dire. Mais il faut faire attention. Nous, même Africains, on doit réfléchir par nous-mêmes. On doit savoir ce qu'on veut. On ne doit pas s'asseoir et attendre qu'on nous écrit des plans de développement et venir nous présenter et nous dire qu'ils vont les financer. Non. C'est à nous d'écrire nos plans de développement. C'est à nous d'imposer nos idées à travers nos ingénieurs, à travers nos docteurs qui sont en Afrique, qui sont en capacité de mettre en place des plans de développement de l'Afrique. Personne ne viendra développer l'Afrique à notre place, mais ils pourront nous aider à nous émanciper de l'aide occidentale qui n'est en réalité qui n'est pas une aide, qui est notre propre argent qui est utilisé derrière pour nous donner en nous disant voilà on vous aide, mais en réalité on ne vous aide pas, on vous endette pour vous garder toujours dépendant, pour toujours vous garder militairement aussi parce que lorsque la France est venue au Mali, je me rappelle toujours cette partie-là, lorsque la France est venue au Mali, la France n'a même pas pu fournir à l'armée malienne des munitions pour la formation. C'était l'armée malienne, avec toutes les difficultés que l'armée malienne traversait, c'est l'armée malienne qui fournissait les munitions pour les entraînements. Elles étaient là uniquement avec des hommes, mais tout était sur la charge de l'armée malienne. Et c'est désolant que la Russie, aujourd'hui, nous donne tous les armements nécessaires et nous donne des instructeurs qui traitent de Wagner, de mercenaires et tout. Oui. Ils n'arrivent pas du tout à fournir des preuves de cela. Merci à vous, Tchèque. On va donc aborder sans transition nos thématiques de sortie. On a environ 15 minutes avec la réalisation.
encore, donc ce sera 3 à 4 minutes par intervention. Je refais le tour de table. Abdoul Ndam, on parle de cette visite, on revient sur cette visite de la secrétaire d'État, la sous-secrétaire d'État américaine du côté du Sahel, quelques jours seulement. Les pays qui nous intéressent, bien sûr, c'est le Mali et le Burkina Faso. On rappelle qu'elle était également au côté du Niger et aussi de la Mauritanie. Alors, au sortir, en parlant peut-être du Burkina Faso, selon les États-Unis, le Burkina n'a pas l'intention de recourir à Wagner. Cela a été l'une des annonces phares après cette visite du côté de Ouagadougou. Est-ce à dire que c'est un point très important pour les États-Unis lorsque on fait une telle déclaration en s'appuyant sur ce point essentiel, je mets bien sûr Wagner entre guillemets? D'abord, cela me pose un problème. Lequel? Et vous voyez que le deuxième sujet est intimement lié au premier. Bien sûr, premier thème. Ce qui se joue tout simplement, c'est une approche de séduction, parce qu'en réalité, les États-Unis sont en train de constater qu'ils sont en train de perdre la main en Afrique. Et ce voyage est un voyage pour pouvoir quand même essayer de revoir ce partenariat qui aujourd'hui montre ses limites. Et que, parce que l'Afrique de l'Ouest en particulier est mue par cette idée de transformation et de changement véritable. Ouais. Et ce changement véritable qui n'est pas forcément l'émanation de l'élite d'en haut, mais c'est le peuple d'en bas qui désormais donne le tempo et donne l'orientation de comment est-ce que les dirigeants devraient se comporter désormais. Vu dans cet angle-là, les États-Unis comprennent pertinemment que et les États-Unis et leurs alliés, la France, sont en train de perdre de la place en Afrique de l'Ouest, en particulier en Afrique en général. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redistribuer les cartes. Il faut sortir, proposer des discours qui tendent à séduire que nous sommes les meilleurs et nous sommes les meilleurs alternatives pour pouvoir proposer des solutions concrètes par rapport aux problèmes. Donc, quand on parle de la France contre la Russie, cette fois-ci, est-ce que c'est toujours par rapport à la Russie? C'est pour contrer la Russie. C'est aussi clair que ça, même si ça ne se dit pas. La démarche, c'est ça la démarche. Le peuple sollicite l'avenir de la Russie au Burkina Faso. Et la sous-secrétaire fait le déplacement pour démontrer que non, le peuple, en fait, les autorités estiment que c'est plus, les autorités ne sollicitent pas l'arrivée de la Russie. Et c'est encore une hérésie qu'au 21e siècle, en 2022, un État part au nom d'un autre État. Qui sont-ils pour faire ce genre de déclaration aussi abjecte? Ça rentre dans la condescendance et le mépris que nous venons de dénoncer tantôt. Pour dire qu'en réalité que le comportement de la France, des États-Unis et la plupart de ces pays impérialistes rendent là la dynamique de contenir et de maintenir les Africains sur leur joug en se positionnant comme des tuteurs et des parents. Ce n'est pas le tutorat. Les Africains sont assez majeurs pour dire et exprimer ce qu'ils veulent et avec qui ils veulent marcher. Lorsque une responsable d'un État arrive dans un état d'accueil, tient un discours au nom de cet état d'accueil, c'est ahurissant. Surtout sur un point qui est sensible. Oui, beaucoup les Africains. Ça peut finir dans une incidence diplomatique. Sur quels critères vous vous permettez de dire en tant que vous êtes acteur, vous sollicitez votre place et vous vous mettez à la place de celui qui doit décider? Je crois que ce genre de jeu, c'est déjà limité. On essaye de se rassurer. Non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier a pris en main son destin. Et même le président de transition, M. Traoré, il sait pertinemment que son prédécesseur, M. Damiba, il voulait jouer à ce jeu-là. Et que, à partir du moment où le peuple ne va pas voir clair sur ses agissements, mais vous verrez que le peuple en réalité détient aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, la souveraineté véritable revient au peuple et le peuple a de donner les orientations sur qui est-ce qu'on veut pour notre développement. Et je crois qu'aujourd'hui, la démarche de cette responsable vise à contrecarrer l'émergence et la pénétration de la Russie en Afrique de l'Ouest. Et je tiens à vous rappeler, ce n'est pas la première sortie. Il y a quelques mois avant, c'était la secrétaire de l'Union européenne qui avait également fait une sortie comme ça pour faire le tour. Et je crois que au moment où le président Macron faisait le tour en Afrique, vous avez vu que tous ces gens-là, ils font des balais diplomatiques pour pouvoir récupérer ce qu'ils ont perdu pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la main avec eux,
mais ils ont toujours considéré les Africains comme des machins, comme des sous-hommes qui ne pouvaient pas avoir la capacité d'émerger. Mais aujourd'hui, le destin a voulu qu'on puisse s'appuyer sur un partenaire qui va permettre à ce que l'Afrique puisse avoir sa souveraineté réelle et Merci à vous, Abdoundam. On poursuit Charlie Kenya en 3-4 minutes également. On s'interroge, qu'est-ce que les États-Unis viennent faire au Sahel? C'est l'autre grande interrogation. Et surtout, des pays du précaré, comme on a l'habitude de l'appeler, je peux le mettre entre guillemets, précaré français. Si la France, ce n'est plus étonnant, les États-Unis avec des discours aussi pointus, aussi sérieux. Pourquoi est-ce que les États-Unis s'intéressent à ces pays? Bien, je crois qu'il faut déjà rappeler qu'il y a de cela quelques mois, il y a une loi qui a été votée au Congrès américain qui s'appelait la loi HR 73005 quelque chose, qui justement prévoyait la lutte contre la pénétration russe en Afrique. Donc, vous comprenez très bien qu'à travers cette loi, on voit très bien la stratégie américaine, justement, pour reconquérir l'Afrique, qui, selon eux, est en train de basculer du côté des BRICS. Non pas seulement du côté de la Russie, mais du côté des BRICS. Et dans ce document, les États-Unis, le Congrès américain avait élucidé un certain nombre d'axes, parmi lesquels il y avait la question du financement des partis politiques, il y avait la question du financement des médias de masse, le financement d'un certain nombre de leaders de la société civile, de leaders de formation politique. Donc, je crois que si on veut prendre l'arrivée de cette dame sous le simple fait qu'elle vient redistribuer les cartes, c'est une vérité, parce qu'il faut également comprendre qu'il y a une guerre de positionnement qui se joue à l'échelle internationale, qui n'est même pas seulement africaine, elle est internationale. Mais à côté de cette guerre de positionnement pour justement redistribuer les cartes, l'arrivée de cette dame-là doit être perçue par les Africains, surtout par les États où elle est passée, comme étant une menace à la sécurité de ces pays-là. Et je parle là en qualité de stratège. La plupart du parcours, ou alors le parcours qui a été fait par ses secrétaires, les hommes qu'elle a rencontrés, les personnes qu'elle a saluées, les pauses qu'elle a prises doivent être enquêtées, pour ne pas dire, doivent faire l'objet d'enquêtes par le renseignement de ces pays. Les États-Unis ont compris très bien que la France avait perdu l'Afrique, et rappelons que jusqu'à il y a cela quelques années, c'est la France qui sous-traitait l'Afrique au profit des États-Unis. Donc, voyant donc cette perte de vitesse de la France sur le sol africain, les États-Unis ont compris qu'eux-mêmes, ils ne doivent plus passer à travers des intermédiaires, eux-mêmes, ils doivent venir discuter sur le théâtre des opérations. Et dans sa sortie, il faut rappeler qu'en réalité, sa sortie n'est pas un discours simple, c'est une menace envers des autorités burkinabè et maliennes. Lorsqu'elle dit que les autorités du Burkina ont rassuré qu'ils n'iront pas vers Wagner, non, ce n'est pas un simple discours. En réalité, elle est en train de menacer les autorités burkinabè de ne pas s'hasarder à aller vers Wagner. Donc, ça m'oblige aujourd'hui à dire aux autorités du côté du Burkina de ne pas commettre l'erreur de s'allier contre le peuple burkinabè. Parce que ce peuple a payé le prix cher pour que ces autorités, ou alors pour que le capitaine Ibrahim Traoré arrive actuellement au pouvoir. Rappelons que avant que celui-ci ne soit porté à la tête de ce pays, il y a une veille sécuritaire de pratiquement 48 heures par le peuple burkinabè. Parce que un certain nombre d'informations portées à notre attention faisaient savoir que des mercenaires ivoiriens et peut-être français avaient atterri sur le sol burkinabè du côté de Ouagadougou, avaient pour but justement de rétablir Damiba du côté au pouvoir. Donc c'est le peuple burkinabè qui, par sa maestria, par sa lecture des enjeux, a permis à ce que celui-ci soit actuellement au pouvoir. Et quand le peuple burkinabè marchait justement pour chasser Damiba, et avant lui, Christian Kaboré, le peuple burkinabè réclamait deux choses. La première, c'était le départ des forces étrangères sur le sol burkinabè. La deuxième, c'était le rapprochement de ce pays avec la Fédération de Russie, à travers les accords de coopération. Vivement que celui-ci ne trahisse pas la volonté de son peuple.
Parce que je peux vous rassurer que ce que cette dame est allée faire là-bas, au-delà du discours, c'est beaucoup plus profond. D'accord. Il est impératif aujourd'hui de dire au renseignement burkinabé de surveiller tous ceux avec qui elle a eu échangé. Tous les restaurants où elle a eu à dîner, peu importe à qui elle a tenu la main, peu importe qui elle a rencontré, toutes ces personnes doivent être contrôlées par le renseignement burkinabé. Parce qu'elle était là en mission de reconnaissance sur le sol africain. Tant pis pour ceux qui ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai toujours eu, l'histoire toujours eu à me donner raison dans ce sens-là. Donc véritablement, j'interprète par cette sortie les peuples burkinabés, même les autorités aujourd'hui du côté du Burkina, à véritablement non seulement respecter la volonté de leur peuple, mais à ne pas entrer dans ce chantage qui leur est servi par cette sous-secrétaire. Parce que derrière le discours qu'elle a tenu, en réalité, c'est un chantage, c'est une menace envers les autorités du Burkina pour dire nous avons un œil sur vous, ne vous hasardez pas à aller signer des accords avec X ou avec Y. Et si on veut rester dans le principe de la souveraineté des États, les peuples africains n'ont pas de leçon à recevoir des autres peuples du monde. Merci à vous, Charlie Kenny. On va rapidement poursuivre avec vous, Magloire Kemayou, en 3-4 minutes également, en rappelant justement que la sous-secrétaire d'État américaine, Victoria Nuland, a rencontré Assimi Goïta du côté du Mali, bien sûr Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso, pour tenter d'accroître l'influence américaine dans ces pays. Alors, Magloire Kemayou, votre analyse après cette visite de la sous-secrétaire d'État américaine? Ma réaction est simplement de dire que pendant très longtemps, on a été habitué à voir les pays africains en mode réaction. Ils ne sont plus seuls désormais à être en mode réaction. On constate que les États-Unis sont véritablement redevenus les gendarmes du monde. Ils voient que leur partenaire, celui auquel ils avaient délégué la gestion des affaires africaines, notamment dans le Sahel et dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, ne peut plus faire l'affaire. Et donc, ils sont obligés en quelque sorte de venir, mais ils ne viennent pas uniquement avec les militaires. D'ailleurs, on a vu comment AFRICOM a été difficile à déployer sur le sol africain. Ils interviennent également à travers les organisations de la société civile. Et donc, il ne faut pas se focaliser que sur la visite de la sous-secrétaire d'État. Il faut voir tout le travail qui se fait déjà pour dénicher les nouvelles élites qui vont diriger le pays dans quelques années. Il faut également voir tout le travail qui se fait à travers les associations sur le terrain pour leur permettre aujourd'hui, pour les amener à s'aligner sur les positions américaines ou occidentales de façon générale. Perdre cela de vue, c'est perdre complètement de vue l'enjeu qui est devenu aujourd'hui celui et du Sahel et du Golfe de Guinée dans les relations internationales et notamment pour les États-Unis. Les deux pays n'ont pas été choisis au hasard. Vous avez le Mali et le Burkina qui sont considérés aujourd'hui comme les maillons faibles de la lutte contre le terrorisme sur le sol africain. Mais c'est pas le seul enjeu. Le deuxième enjeu, c'est également d'empêcher à de nouveaux acteurs d'entrer dans le jeu diplomatique. Ces trois nouveaux acteurs, selon moi, ce sont bien sûr en tête la Russie, mais également la Chine et un acteur dont on parle peu, mais qui fait également beaucoup peur, la Turquie. Donc l'idée aujourd'hui d'arriver à faire en sorte que dans cette zone qui devait redevenir une zone prioritaire pour la France et les États-Unis en matière d'approvisionnement et de lutte contre le terrorisme maintenant que en Afghanistan, en Irak et ailleurs, on a presque contenu la menace, de voir comment, à partir de ces zones-là, à la fois la lutte contre le terrorisme, mais également toutes les autres choses que cela entraîne, c'est-à-dire notamment le trafic de drogue, le trafic des êtres humains et toutes les autres formes de trafic qui permettent à ces organisations terroristes de s'alimenter. L'enjeu est de savoir comment on arrive à contrôler cela. Et je crois que c'est parce que les Américains ont compris qu'ils ne pouvaient plus déléguer à la France, qu'ils sont obligés de rentrer sur le terrain et donc d'obliger en quelque sorte les États à se positionner très clairement par rapport aux trois autres États dont je vous faisais la liste il y a quelques instants. Donc pour moi aujourd'hui, cela signifie pour les Africains qu'ils doivent comprendre que les problèmes africains doivent être résolus d'abord par les Africains. Parce qu'aujourd'hui, le panafricanisme est un peu moqué, mais ce n'est que par le panafricanisme aujourd'hui que nous arriverons à trouver des solutions. Et si nous continuons de croire que c'est en choisissant un nouveau parapluie militaire que nous arriverons à sortir des ornières, je crois que nous risquons de faire fausse route pendant de très nombreuses années encore. Certes, nous avons besoin de la puissance militaire
de tous les pays qui pourraient venir à notre aide, mais nous avons surtout besoin de définir nous-mêmes nos priorités, nos politiques, avant de voir avec qui nous pouvons les mener à bien. Merci à vous, M. Kemoy. On sort donc avec vous, Cheikh Tidiane, sur cette question également. Votre analyse ou réaction aussi après cette visite de la sous-secrétaire d'État américaine dans le Sahel, précisément au Mali et au Burkina Faso. Oui, les États-Unis certainement se sont rendus compte que la France est rejetée partout dans le Sahel et elle avait délégué surtout la sécurité et la sauvegarde des intérêts occidentaux dans le Sahel à la France. Et la politique française aujourd'hui est complètement rejetée par les Africains parce qu'elle est impérialiste et néocolonialiste. Et nous, la jeunesse africaine, on est décomplexé, on ne veut plus de ça chez nous. Du coup, les États-Unis viennent à la rescousse de la France parce que ce sont des alliés. Les États-Unis ne vont jamais venir défendre les intérêts des Africains. Non, elle vient défendre les intérêts que la France défendait et que la France a perdu pied en Afrique par son incompétence et sa condescendance envers et son mépris envers les Africains. Et c'est ça le véritable enjeu aujourd'hui dans le Sahel. On sait aussi que le Mali est l'épicentre de la lutte contre le terrorisme. Si la Russie arrive à aider le Mali à mettre fin au terrorisme au Mali, tout le monde va se tourner vers la Russie en Afrique. Et l'influence occidentale sera totalement perdue à jamais. Et les États-Unis ne vont pas s'asseoir, croiser les bras et regarder la Russie étendre son influence en Afrique. Qui parle de l'influence russe en Afrique parle aussi de son influence au sein de l'ONU qui pourra complètement renverser l'ordre mondial établi par les Occidentaux dans les années passées, au fait, dans les siècles passés, que le monde était uniquement vu de l'œil de l'Europe et des États-Unis. Aujourd'hui, la Russie est en train de changer cela. On se rappelle aussi de ce qui s'est passé au Rwanda lorsque la France a été chassée par le Rwandais qui est venu au rescousse du Rwanda. C'était toujours les mêmes États-Unis. On voit les deux ordres que les États-Unis est en train de créer aujourd'hui entre le Rwanda et le Congo. Donc, la République démocratique du Congo. On voit les deux ordres que les États-Unis sont en train de créer. Les Africains devraient se méfier davantage des États-Unis aussi. Lorsqu'elle parle elle dit à sa sortie que le Burkina ne va pas faire appel à Wagner, mais elle a parfaitement raison. Parce que Wagner, c'est dans leur imaginaire. Wagner n'existe pas, c'est dans leur imaginaire. Donc du coup, si vous venez me dire dans votre imaginaire que vous n'allez pas faire appel à Wagner, mais je vais vous dire complètement que je ne vais pas faire appel à Wagner, parce que réellement, le Burkina Faso va coopérer avec la Russie, mais pas avec Wagner. Parce qu'ils ont créé Wagner, ils nous vendent ça en disant que c'est des mercenaires qui viennent chercher les richesses en Afrique pour s'enrichir et tout. En réalité, c'est des choses qui sont complètement faux. Ils sont en Afrique, ils sont plutôt au Mali depuis, je sais pas, une année déjà, les instructeurs russes, ils les traitent de Wagner, mais personne n'arrive à nous donner les identités exactes de ces hommes qui sont considérés comme étant des mercenaires au Mali. C'est les mêmes photos qui circulent sur les réseaux depuis une année, depuis plus d'une année. Ils n'arrivent pas à nous fournir les preuves. Donc, je pense qu'elle a parfaitement raison en disant cela, parce que on peut pas quand même coopérer avec l'imaginaire de quelqu'un, mais on coopère avec la réalité des choses sur le terrain. Et je pense que le capitaine a tiré toutes les conséquences de l'échec de Damiba, et je sais qu'il va prendre les mesures qui s'imposent à lui et il va agir en conséquence. Et l'unique sauvegarde pour l'intégrité territoriale du Burkina Faso et du Mali, c'est de coopérer avec la Russie et de se méfier, surtout de se méfier des États-Unis, parce que les États-Unis tiennent l'Europe et qui parle de tenir, c'est comme la France qui tient ces pays francophones en Afrique. C'est de la même façon que les États-Unis tiennent aussi l'Europe. Voilà. Les États-Unis se cachent derrière l'Europe pour propager son influence en Afrique. Et du coup, là,
Si la France a échoué, les États-Unis viennent à rescousse et là, ça ne va pas du tout marcher. Et nous, la jeunesse africaine, on est éveillé, on va surveiller de très près ce qui se passe au Burkina Faso. Et s'il est temps de sortir encore dans la rue pour dégager aussi le capitaine Traoré, si il ne fait pas son travail comme il le faut, on va le faire, on va mobiliser les jeunes pour sortir et défendre l'intérêt des Africains. Et c'est la même chose aussi pour Assimi Goïta. Si demain, il ne fait pas l'affaire de la jeunesse africaine et ne cherche pas les moyens pour nous émanciper de la France et de toutes ces puissances colonisatrices, on va sortir dans la rue, on va les faire dégager. Merci. Et ramener à nous. Merci à vous, Tchèque Tidiane. Merci beaucoup. C'est sur ces propos également qu'on met un terme à cette autre édition. Je rappelle que vous êtes activiste, vice-président de l'association SOS Racisme. Merci d'avoir été avec nous. Abdoulda, merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau avec nous. Vous êtes politologue, je le rappelle. Vous étiez également avec nous ce soir. Merci, vous êtes géostratège. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et enfin, Louis Magloire Kemayou, aussi avec nous ce soir, journaliste, analyste politique, entre autres. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir accepté de partager ce plateau de cartes géopolitiques sur For You Media Africa. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre programme. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.